Messieurs, messieurs, Olivier, vous allez bien? Maman. Pas encore, j'étais ministre de médecin seulement à l'hôtel. Maintenant, on va t'atteindre. oui, merci. Je sais pas comment. Oui. Unis dans le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel dans la paix au peuple ardent. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. L'hymne de l'Union saxonne. Artisans de l'avenir foralais, un Congo fort, libre, prospère, un pays loin de toute misère, étendeur de patrimoine précieux, le Congo que nous ont légué nos aïeux, pour hériter d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul homme, Isamato Sangana Bomoko, Kitwali, Beethoven, Akimamosi, tous unis, notre avenir rayonne. Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Au nom de Dieu, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère et sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts, invincibles. Unis, plus rien n'est impossible. Tous unis comme un seul homme. Wandugu tusanganire pamoja, sangiru tusangira kitu kimwe, tusiri notre avenir rayonne. Ensuite, nous allons, en mémoire de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, observer 1 minute de silence. Merci. Et toutes les informations à notre possession font que, avant même la clôture, le discours d'ouverture, la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum consommé dans notre pays sera adoptée par les deux chambres.
Je tiens donc à vous dire merci pour l'accueil et également pour l'assistance qui était nombreuse hier à l'occasion de cette conférence de presse que j'ai animée conjointement avec mon collègue, le professeur Jacques Noé Boudi Samokumbichi, le professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kikit, qui s'est trouvé à mes côtés. Je dois également dire merci aux collègues qui m'accompagnent, je crois qu'ils ont été présentés. J'ai à ma gauche l'honorable Richard Mona. Richard Mona est député national, donc représente le peuple. Il est élu de Tchambou dans la capitale Kinshasa. J'ai également avec lui autorité politique de cette plateforme actuellement au pouvoir dans notre pays, la plateforme à laquelle notre peuple a fait confiance en la désignant pour présider à ses destinées. L'Union sacrée de la nation, cette plateforme est donc bien structurée. Il a une charte. Cette charte, je crois que vous l'avez suivie l'année dernière, le 30 août 2025 à Kinshasa, s'était tenu au centre culturel le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation qui était présidé par la haute autorité politique elle-même. Et ce congrès avait donc adopté la charte de l'Union sacrée de la nation. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous présente pratiquement nos structures. Au niveau national, l'instance suprême de l'Union sacrée de la nation, c'est le congrès. Et ce congrès s'était réuni pour la deuxième fois, le deuxième congrès extraordinaire, je venais d'en parler tout à l'heure, le 30 août 2025 à Kinshasa. Après le congrès qui réunit tous les membres pratiquement de l'Union sacrée de la nation, comme deuxième organe vient la haute autorité politique. Je voudrais être précis dans le vocabulaire de l'Union sacrée de la nation. Il ne s'agit pas de l'autorité morale, il ne s'agit pas non plus de l'autorité de référence, c'est la haute autorité politique. L'initiateur, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, deuxième organe de l'Union sacrée de la nation au niveau national. Après la haute autorité politique vient le présidium de l'Union sacrée de la nation, qui comprend actuellement une quarantaine de membres. Initialement, c'était environ 6, mais ils sont passés, sur décision de la haute autorité politique, ils sont passés à 40. Le présidium, donc, c'est l'organe de décision, mais le présidium est également présidé par la haute autorité politique. Après le présidium, au niveau national, vient la conférence des présidents de l'Union sacrée. Vous savez, l'Union sacrée n'est pas composée que des partis politiques. Elle est composée des partis politiques, des regroupements politiques, les présidents des associations, des partis politiques et des regroupements politiques se retrouvent dans cet organe qu'on appelle la conférence des présidents et qui est également présidée par la haute autorité politique. Au niveau national, dernier organe, c'est le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, mission que j'ai l'honneur d'assumer sur décision de la haute autorité politique. Le secrétaire permanent et le rapporteur, c'est d'abord un organe, ce n'est plus un service comme dans le passé, c'est un organe à part entière. Il est le rapporteur de tous les organes nationaux et du congrès, de la haute autorité politique, du présidium et de la conférence des présidents. C'est donc la cheville ouvrière de cette plateforme de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique. Ça, c'est donc au niveau national. Dans les provinces, l'Union sacrée est également organisée. Dans les provinces, nous avons d'abord un conseil provincial de l'Union sacrée de la nation. Et le conseil provincial de l'Union sacrée de la nation est présidé par le gouverneur de province en sa qualité de représentant de la haute autorité politique. Le conseil provincial comprend le gouverneur, les vice-gouverneurs, les présidents de l'Assemblée provinciale, les ministres provinciaux, les députés provinciaux, les présidents, les fédéraux, dont les représentants des partis politiques et des groupements politiques dans les provinces. Vous avez également la majorité extra-parlementaire des partis politiques qui ne se sont pas retrouvés, qui n'ont pas eu d'élus. Ils se retrouvent également là-bas, comme d'ailleurs quelques-uns sont au présidium. Donc ça, c'est le conseil provincial. Et au niveau de province, vous avez également le secrétariat exécutif provincial. C'est le pendant du secrétaire permanent au niveau de province.
le secrétariat exécutif provincial est dirigé par un secrétaire exécutif provincial avec plusieurs adjoints dans différents départements. Et nous avons 2 branches spécialisées. Nous avons également au niveau de province la coordination des femmes. Il y a une coordonnatrice, il y a des mamans qui sont là-bas, vous savez, toute l'importance que le président de la République, la haute autorité politique, qu'il accorde à la femme sous sa mandature. Vous savez, aucun président n'a fait autant pour la femme, pour son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez bien, la première ministre, pour la première fois dans notre histoire, le chef du gouvernement, c'est une femme. Et vous avez des femmes qui occupent des postes très importants dans notre gouvernement, dans nos institutions. Donc nous avons la coordination des femmes au niveau provincial et nous avons également la coordination de la jeunesse. Et vous savez également l'importance que la haute autorité politique accorde à la jeunesse comme espoir de la nation, comme non seulement le futur, mais au présent, la jeunesse qui joue son rôle. Et vous avez dans nos institutions, notamment au niveau du gouvernement, plusieurs jeunes qui occupent des fonctions de ministres, qui occupent des fonctions de mandataires. Donc ça, c'est au niveau des provinces. Et dans la diaspora, l'Union sacrée de la nation est également organisée. Et organisée comment? Dans la diaspora, il y a également un secrétaire exécutif. On vient de vous le présenter pour la section Benelux. C'est notre ami Raphaël Kitumba. Et le secrétaire exécutif compte dans chaque section et la coordination des jeunes. À ce jour, l'Union sacrée a été implantée dans 4 pays. Et nous avons préféré commencer par les pays où les Congolais ont voté pour la première fois. Et les pays, quels sont ces pays où les Congolais ont voté pour la première fois au cours des dernières élections? Ils ont voté pour la première fois en Belgique, en France, ils ont voté pour la première fois au Canada, aux États-Unis et en Afrique du Sud. 5 pays. Ils ont voté pour la première fois, vous connaissez les raisons, c'est parce que sous la direction de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Congolais de l'étranger, de la diaspora, font partie intégrante de notre peuple. Ils font beaucoup pour la population, ils travaillent, ils se battent. Ce sont des Congolais à part entière. Ils ne pouvaient plus continuer à être considérés comme des citoyens de seconde zone. Non. C'est pourquoi ils ont voté. Et c'est certain que dans les années qui viennent, l'espace va s'élargir pour qu'ils puissent voter partout où c'est tout dans le monde. Donc, nous avons installé une section de l'Union sacrée en France qui existe et qui est en train de s'étendre. Et je crois, avant la fin de la semaine, nous serons à Marseille. Nous serons à Marseille pour l'installation de la sous-section de l'Union sacrée en France qui sera à Marseille. Il y a également l'Union sacrée Benelux. Benelux, ici nous avons la Belgique, nous avons les Pays-Bas, nous avons le Luxembourg. Nous avons commencé par là et vous avez cette organisation qui existe. Et je dois dire que d'ici demain, je crois, nous serons aux Pays-Bas pour nous entretenir, rencontrer les compatriotes de l'Union sacrée de la nation qui sont aux Pays-Bas. L'Union sacrée est également organisée en Afrique du Sud avec un siège également. Et les efforts continuent. Je crois que très bientôt, le Canada sera prêt. Très bientôt, les États-Unis seront prêts. Très bientôt, d'après les courriers que nous recevons, l'Allemagne sera prête pour l'Union sacrée de la nation, la Grèce et la Grande-Bretagne. Et c'est dans ce cadre-là, chers amis de la presse, qu'on nous sommes ici pour inaugurer aujourd'hui le siège de l'Union sacrée de la nation, section Benelux. C'est la raison de notre présence. Donc nous sommes une machine qui s'installe et qui doit être prise très au sérieux parce que d'après les recommandations qui étaient données par la haute autorité politique, l'Union sacrée doit être une machine de combat qui conserve le pouvoir le plus longtemps possible, mais s'il vous plaît, dans l'intérêt de notre peuple. Donc c'est à cette occasion qu'après la conférence d'hier, j'ai décidé, et les amis avec moi, nous avons jugé bon de nous entretenir avec la presse sur les différentes questions que vous pouvez me poser. Et je suis sûr, partant de la Belgique, de Bruxelles, c'est en fait la capitale européenne.
Nous sommes ici à Bruxelles, le siège de la capitale européenne. Et c'est sûr que vous-même de la presse, vous ne vous représentez pas uniquement. Vous êtes suivi et vous êtes suivi en ce moment même dans le pays, en Afrique et dans le monde. Vous êtes suivis et donc nous sommes à votre disposition pour les différentes questions que vous pouvez nous poser au sujet de l'Union sacrée bien sûr, mais au sujet d'autres questions qui préoccupent les compatriotes, qu'ils soient au pays ou à l'étranger ou dans la diaspora. Nous avons parlé hier de la Constitution, nous avons parlé du référendum. Eh bien, c'est ouvert. Je vous remercie d'être venu et en cette partie de ce moment, je me mets à votre disposition pour les différentes questions que vous pouvez nous poser. Voilà, donc nous avons bien suivi l'introduction. Un peu le TV micro du pasteur Bobo. Vous savez vous mettre debout, s'il vous plaît? C'est plus simple. Mais Sinon, nous, on va filmer. je me filme aussi. C'est filmé aussi. On y va. Un peu TV. Hier, je vous ai suivi dans la salle, mais que ce n'était pas prévu pour nous. Ma question, quelle est l'opportunité aujourd'hui par rapport à ce grand débat du changement de la Constitution? Pourquoi l'UDPS ou l'Union sacrée ne l'a pas proposé avant? Est-ce que c'est un peu tard, à quelques mois, à quelques jours, bientôt c'est les élections 2028, hein, et vous voulez changer la Constitution? Comme diaspora, je suis d'accord, parce qu'on a marché ici avec l'UDPS, on a marché ici avec Félix Tshisekedi et les autres pour combattre le système Kabila. On est d'accord avec vous hein, sur le système Kabila. La Constitution, c'est vraiment, il faut changer ou rejeter. Mais pourquoi, why now? Le timing. Why now? Professeur, c'est ma question. Pourquoi maintenant? C'est un peu tard. Il y a 3 questions, c'est mis. Hein. On fait une série de 3 questions, je ne sais pas, c'est pas la taxi. C'est un peu de... S'il vous plaît, pendant que c'est une conférence de presse, vous avez vu des journalistes prendre du bruit, vous évitez soit des chipotages et du bruit qui vont déranger les journalistes. Si vous avez des réactions, écrivez ça sur un papier et posez la question. S'il vous plaît. Merci. Deuxième question. Belgique.be, chef terminus et de Belgique magazine. Monsieur Mbata, dans un pays où la lecture a régressé, la Constitution étant un texte qui doit être lu, en même temps que vous faites la pré-campagne pour le changement de Constitution, sans préjudice de l'avenir, pouvons-nous être sûrs qu'une majorité des 100 millions de Congolais liront la Constitution avant de dire oui? Merci. Troisième question. Oui, Moi, je n'ai pas de questions à poser. Je vais déposer mon projet parce que le professeur a dit si vous avez un projet. c'était pas sous question, on va le faire après. Donc, Troisième je question. dépose la question parce que c'est l'opération Est-ce sans que vous avez tabou. une question? Oui, oui. Posez la question, ça on va le faire après. Ont été élaborés dans le même contexte, ainsi que la loi électorale ont été soumises le même jour au référendum. Je ne sais pas pourquoi vous parlez uniquement de la Constitution et non pas de la loi électorale. C'est dans ce sens que j'ai fait une proposition, opération sans tabou. Il a demandé aux Congolaises et aux Congolais de l'intérieur du pays ou de la diaspora de réfléchir sur la Constitution. Et ce peuple est en train de réfléchir. Et les amis de Wech viennent d'ailleurs de déposer également un document. Donc les Congolaises et les Congolais de l'intérieur de la diaspora sont en train de réfléchir. Notre président, la haute autorité politique, a appelé à une réflexion. Est-ce qu'il y a un moment pour réfléchir? Vous me direz que non.
Il n'y a pas un temps pour réfléchir. Et ici, donc les Congolaises et les Congolais sont en train de s'exprimer. Et en ce qui nous concerne, ce sont eux qui vont se prononcer, ce n'est pas nous. Parce que vous savez, la démocratie, de notre pays, la République démocratique du Congo, il a ce nom depuis l'indépendance. Dans une démocratie, c'est le peuple qui gouverne. C'est le peuple qui dirige. C'est le peuple qui nous a élus. C'est le peuple qui a élu son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a réélu. Donc, c'est le peuple qui décide. Et s'agissant de la réflexion, en ce qui nous concerne, c'est la réflexion qui a été sollicitée par notre chef. Il n'y a pas un temps pour réfléchir, vous conviendrez avec nous. Vous n'allez pas dire non, le matin je réfléchis, le soir je réfléchis. Non, il n'y a pas un temps pour réfléchir. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Et on ne peut pas nous accuser de réfléchir ou de demander à un peuple de réfléchir. La preuve, c'est laquelle, comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, nous sommes en train de recevoir des propositions. Donc notre peuple avait même soif de réfléchir. C'est plusieurs propositions, je vous l'ai dit également hier, qui viennent de la diaspora. Et même maintenant, les amis de Wetch viennent de transmettre leurs propositions. Vous n'allez pas leur demander, mais why now? Juste à côté de vous. C'est pour dire que ce désir-là, il n'y a pas un temps pour réfléchir. Et notre peuple a été appelé à réfléchir. Il est en train de le faire. Il n'y a pas un temps pour cela. Parce que les questions, les compatriotes posent souvent, mais quelle est l'opportunité? Quelle est l'opportunité? Mais l'autre question, là, qui décide de l'opportunité? Est-ce qu'il y a une autorité là spéciale qui vous dit, voilà l'opportunité, réfléchissez? Non. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Nous étions aujourd'hui avec mes collègues reçus par le président du Parlement bruxellois. Et nous sommes allés au Parlement belge. Mais on nous apprend que le Sénat sera supprimé en Belgique. En Belgique, où vous vivez, le Sénat, on nous dit que le Parlement sera supprimé. Quelle est l'opportunité? Mais si c'était chez nous, imaginez le collègue que ça provoquerait. La Belgique va perdre son Sénat, le Parlement ne sera plus le Sénat, va cesser d'exister en Belgique. Vous n'avez pas vu des marches? Vous n'avez pas vu des villes mortes de certains politiciens pour dire pourquoi on doit supprimer le Sénat? Donc c'est le peuple qui décide. Pour répondre à votre question, et il n'y a pas un problème pour cela. Et dans cette question de la conscience, c'est le peuple qui va décider. Et notre ami Cheikh Fita, des Congolais de Belgique, pouvons-nous être sûrs que la majorité de notre peuple aura lu la conscience lorsque nous irons au référendum? Pouvons-nous être sûrs? Mais évidemment, lui écrit beaucoup, il connaît les problèmes qu'il y a avec la lecture. Il sait que même en Belgique, les gens ne le lisent pas. Il le sait très bien. Vous êtes de la presse. Même ce que vous écrivez, mais la presse écrite aujourd'hui souffre. La presse écrite souffre terriblement avec les réseaux sociaux, avec les TikTok. Qui a le temps de lire un article de 2 pages ou de 3 pages? Donc c'est un problème réel de connaissances. Et je vais vous dire également une chose. Une enquête menée dernièrement aux États-Unis d'Amérique, elle a démontré que la moitié des Américains ne connaissent pas la Constitution américaine. La moitié des Américains ne connaissent pas la Constitution américaine. Parce que nous parlons Constitution. Je n'ai pas encore vu les publications sur la Belgique, mais vous connaissez le système complexe de la Belgique. En tout cas, en attendant les études, je ne suis pas sûr que la majorité des Belges connaissent la Constitution belge. Donc c'est un travail à faire. En France, c'est établi. Et dans d'autres pays, c'est même plus grave. Non seulement les citoyens ne connaissent pas la Constitution de leur pays, mais plusieurs pourcentages de la population ne connaissent même pas chanter, ne savent même pas chanter l'hymne national.
J'étais à l'époque, quand je commençais comme professeur en Afrique du Sud, à l'Université d'Afrique du Sud où j'ai passé, vous le savez, j'ai passé une vingtaine d'années comme professeur, premier professeur noir de droit public à l'Université d'Afrique du Sud et professeur extraordinaire actuellement. Avant de revenir chez nous, je suis également professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Mais Nelson Mandela, mais il était arrivé plusieurs fois. Nelson Mandela en train pratiquement de questionner les joueurs des Bafana Bafana, qui ne savaient pas chanter l'hymne national sud-africain. Un très bel hymne national qui se chante comme un cantique religieux, aussi Sikele et Afrique. Ils ne savaient pas chanter l'hymne national. Et à plus forte raison, la Constitution, combien de gens en Afrique du Sud ça? Donc c'est un problème sérieux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons tout simplement travailler pour vulgariser le texte. Et ça, ce ne sera pas seulement la responsabilité des politiques, mais ce sera notre responsabilité commune. Vous êtes de la presse, mais vous avez un rôle à jouer pour vulgariser cela. Et votre rôle, même pendant la campagne, vous aurez un très grand rôle à jouer pour que notre peuple connaisse la Constitution, le texte, au moins une grande portion de notre peuple. Mais je ne peux pas vous assurer, je vous ai déjà dit que même aux États-Unis d'Amérique, la majorité ne connaît pas la Constitution des États-Unis, alors qu'elle ne comporte que quelques amendements. Et à plus forte raison, nos constitutions à nous, qui comprennent plus de 200 articles, je vous ai dit même en Belgique, ici, prenez la Constitution belge, combien de gens en Belgique connaissent la Constitution belge? Donc c'est un effort à faire, un effort qui devrait être fait du côté des hommes politiques, du côté de la société civile. Nous avons des ONG des droits de l'homme, plusieurs ONG qui devront s'investir, et nous avons également la presse qui aura un très grand rôle à jouer dans la vulgarisation du texte constitutionnel. Les amis de ONG, la Constitution et la loi électorale. Pourquoi est-ce que nous parlons de la Constitution, pas de la loi électorale? Ben, en fait, la réponse que je voudrais donner est celle-ci. C'est-à-dire notre peuple est allé au référendum, et le 4e référendum, parce qu'on n'a pas le temps. Le premier référendum dans notre pays a eu lieu en 1964. Et il a débouché sur la Constitution du 1er août 1964. 1964, comme disent les Belges, parce que nous sommes quand même en Belgique. 1er août 1964, cette constitution-là a été précédée d'un référendum. C'était le tout premier référendum dans l'histoire de notre pays. Le deuxième référendum, il a eu lieu en 1967. Et il a débouché sur la Constitution du 24 juin 1967. C'était le deuxième référendum. La Constitution du 24 juin 1967, qu'on a appelé également la Constitution révolutionnaire. Troisième référendum, c'est celui que nous avons le 18 au 19 décembre 2005, qui a débouché sur la Constitution actuelle, qui a été promulguée par le président Kabila, la Constitution du 18 février 2006. Mais alors la précision que je dois amener, c'est laquelle? Lorsque notre peuple est allé au référendum du 18 au 19 décembre 2005, c'était seulement la Constitution. Ce n'était pas la loi électorale. Parce que le référendum ne portait pas sur la loi électorale. C'était divisé. La loi électorale avait été adoptée avant, mais ce qui était soumis au référendum, c'est seulement la Constitution. Cette Constitution qui a été promulguée finalement le 18 février 2006. Voilà donc mes réponses aux 3 premières questions que vous avez bien voulu me poser. Merci. Donc, alors, je vous ai cadré les débats de ce jour. Je pense qu'on a eu une série de questions sur les questions d'actualité. Libre à vous, mais respectez juste le volet des questions, sinon on va tourner en rond sur la même chose. On va laisser la parole à M. Blaise Wanga, qui va poser sa question. Ensuite, Oscar, et puis Glody, et puis les restes. On verra si vous avez des questions en double ou en triple. N'hésitez pas. Je vais quelques questions. Blaise Wanga, Antenne A, la chaîne de référence, Congo H24 TV, médias en ligne. Ma première question est celle-ci. C'est par rapport au changement à la révision constitutionnelle qui préoccupe tous les Congolais.
et qui est une question importante, évidemment. Ma préoccupation, mon souci s'écadre c'est-à-dire au niveau du timing. Au moment où nous souffrons de l'intégrité nationale, de notre intégrité territoriale, est-ce le meilleur moment pour traiter de la problématique du changement de la révision constitutionnelle? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, parmi l'une des missions de l'Union sacrée pour la nation, il y a celle de se battre, chercher à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Comment comptez-vous y arriver? Avec quels moyens, quitte à violer même les règles du jeu, ou c'est-à-dire quels sont les moyens et quelle politique envisagez-vous pour arriver à cette fin? Et troisième question, c'est pas une question, c'est une préoccupation au cas où nous arriverons finalement à réviser la Constitution. Comment comptez-vous gérer l'article 10 qui me dit, moi, que la Constitution congolaise est inclusive, qui, au départ, la nationalité, qui exclut automatiquement les Congolais de la diaspora ayant obtenu deuxième nationalité et partout dans les pays, dans la seconde nation. C'était ça la préoccupation. Merci. Merci. Monsieur Oscar, vous avez une question? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut observer un silence dans la salle, s'il vous plaît? Évitez les allers-retours, soit vous restez dehors, soit vous êtes à l'intérieur, les membres de l'Union sacrée. Merci, Oscar. M. Blaise a posé 3 questions. Déjà, Donc. le changement et la révision. Ici, peut-être je devrais revenir sur les concepts, la sémantique. Et on voit même au pays, même dans les médias, notre presse se bat terriblement et souffre entre les deux concepts. Je dois dire que la différence entre ces concepts, elle vient d'abord de doctrinaire. Ce n'est pas facile à comprendre. C'est la doctrine, ce sont les chercheurs qui vont vous dire ça c'est une telle révision, ça c'est un tel changement. Donc ça dépend vraiment des doctrinaires. Je vais vous dire par exemple que nous, ou certains, ce à quoi certaines personnes se réfèrent comme changement. En Suisse, on se réfère comme révision totale. La Constitution suisse parle de la révision constitutionnelle qui peut être partielle ou totale. Vous voyez comment donc ça dépend des doctrinaires. Et même chose en Autriche. Donc on doit savoir, ce terme-là n'a pas été consacré en fait chez nous. En fait, le changement constitutionnel, le changement de la Constitution, ce n'est pas un terme que vous allez trouver dans la Constitution. Donc ce sont des questions, vraiment des doctrinaires. Alors, mais je ne vais pas entrer là-dedans, on n'a pas le temps pour cela. Vous avez parlé de timing. Maintenant que l'intégrité territoriale est violée, pourquoi? Il y a une partie que nous n'arrivons pas à contrôler. Oui. Est-ce que le changement ou la révision sera acceptée de l'autre côté, ou ça va officiellement, c'est-à-dire officialiser la radicalisation que nous craignons tous? Bon, voilà. Je dois dire d'abord ceci, que ces marionnettes des FCM 23, ils sont utilisés par le Rwanda. Ils sont déjà... Et qui s'opposent aussi, curieusement, à la réforme constitutionnelle. Je vous vois sourire. Ceux qui s'opposent, parmi ceux qui opposent, vous avez en première ligne AFCM 23. Et M23 pose la même question. Je ne veux pas vous associer à FCM 23. Je ne voudrais pas, vous connaissant votre nationalisme, votre patriotisme, je ne veux pas vous associer à FC. Je ne veux pas vous associer au Rwandais. Parce que la question qui est posée à Kigali, mais pourquoi est-ce que les Congolais veulent toucher à la Constitution pendant qu'ils ont des problèmes à l'Est? Les Rwandais. AFC M23 qui a déchiré notre Constitution. Parce que vous allez faire AFC M23, ils nomment des gouverneurs en vertu de quel texte? Ils nomment les DG. Ils nomment même les professeurs d'université. Ils ont même nommé des magistrats.
En vertu de quel texte? Mais ils ont déjà déchiré notre constitution. Donc faisons attention parce qu'il faut qu'on le sache. Ces questions-là sont posées à Kigali. Ces questions sont posées ou même initiées par les rebelles de ACM 23. Ce que je dois dire ici, c'est que l'intégrité de notre territoire, et je reviens à la case de départ, pour nous, ne nous empêche pas de réfléchir. Et la question que vous posez, la troisième question que vous posez, mais elle est importante. La question de la nationalité qui concerne particulièrement nos compatriotes de la diaspora. Et nos enfants aussi qui sont nés ici. Et vos enfants. Qui défendent le sport actuellement. Voilà. Vous voulez qu'on la pose pas parce que nous sommes agressés par la M23? Ça vient de la diaspora qui n'est pas concernée, qui n'est pas dans les territoires occupés. Mais c'est une question qui vous préoccupe et qui nous préoccupe, nous, depuis le début. Je me rappelle qu'à l'époque, en Belgique, il y avait un conseiller du président qui était ici pendant la campagne. Et moi, je fais la campagne du président dans la diaspora. Moi qui vous parle, j'ai fait campagne ici en Belgique. Je suis venu en Belgique pour faire la campagne. Je suis allé en Afrique du Sud. Comme disent les latins, in tempore non suspecto. Dans un temps non suspect. Quand j'ai fait la campagne pour le président au nom de la haute autorité, je vous avais dit que notre préoccupation, c'était l'article 10, non, ne nous arrangeait pas. Ce n'était pas maintenant. Parce que maintenant, on est dans un temps suspect, comme disait Pasteur Robot, le timing. Mais quand je suis venu faire campagne au nom de la haute autorité politique, quel était le timing? Je vous dis, cet article, nous n'allons pas laisser nos compatriotes qui ont acquis la nationalité étrangère pour des raisons que nous connaissons. Moi-même, je viens de la diaspora, en Afrique du Sud, 25 ans. J'ai vu des médecins, des ingénieurs, vous avez nos compatriotes nombreux ici, qui ont acquis la nationalité pour des raisons évidentes de sécurité sociale. Et puis il y a même des lois. En matière de nationalité, il y a deux principes. Il y a ce que ce qu'on appelle en latin ius sanguinis, le droit du sang. Si vous êtes né par exemple des parents américains, automatiquement vous êtes américain. Le droit du sang. L'autre principe c'est lequel? Ius soli, le droit du sol. Si vous êtes né sur le territoire d'un pays, automatiquement vous avez cette nationalité. Donc nous avons dit dans un temps non suspect que nous devions tout faire pour que nos compatriotes ne perdent pas leur nationalité d'origine. Ça, nous l'avions promis. Le président l'avait promis. Nous l'avions promis dans un temps non suspect, donc pas de timing, même pas question de l'intégrité où nous étions, notre intégrité territoriale était violée. Mais nous devons récupérer nos nationalités, nos compatriotes doivent recouvrer leur nationalité. C'est pourquoi même il faut qu'on pense à cette réforme. Nos léopards, nos voyants léopards vont jouer le 17. Le 17 juin prochain. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, est dans les airs. Il est dans les airs en ce moment même pour soutenir notre équipe nationale. Et son avion devrait atterrir dans les heures qui viennent à Houston pour supporter nos compatriotes qui doivent absolument gagner le match. Et nous serons tous derrière nos léopards. Et vous savez que certains sont des binationaux. Les binationaux, ça n'a pas de place dans notre pays. Nous devons récupérer nos compatriotes. Heureusement que ce sont des patriotes. Je ne veux pas aller dans les détails. Et pour eux, vous n'allez pas poser la question de timing. Ils sont en train de jouer. Et nous sommes agressés le timing. De télévision,
Mais ils sont animés par des Congolais qui ont encore une nationalité étrangère. Mais nous les tolérons au pays. Ces grands journalistes-là que vous connaissez, et vos collègues, vous pensez que nous devions les perdre comme ça? Sinon, on va continuer à dire non, tel est belge, et tel est français. Donc c'est une façon même de récupérer nos compatriotes. Et vous avez des enfants. Nos enfants là, ils deviennent quoi? Ils ont un visa, ils ont le président le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait pour la diaspora plus qu'aucun autre avant lui. Avoir le visa même pour les Congolais d'origine, mais c'était impossible. Mais maintenant, on peut avoir le visa sur place. Et même alors, passer un certain délai, il y a des problèmes. Parce qu'il faut un visa de plus longue durée. Ça, nous ne pouvons pas tolérer. Et pour nos enfants, nous devons mettre fin à ces situations-là. Et pour nos enfants, les Congolais qui sont à l'extérieur, qui nous représentent valablement, qui contribuent pour beaucoup même dans l'économie de notre pays. Vous ne savez pas combien de millions peuvent se chiffrer. Les contributions des Congolais qui sont à l'étranger, qui sont dans la diaspora. Ils sont dans la diaspora, vous êtes en Belgique, mais le cœur va au Congo. Parce que vous devez penser aux familles. Pour ce que vous devez faire ceci, cela, c'est tous les jours que vous êtes là fait spirituellement pour résoudre les problèmes. Eh bien, nous ne pouvons pas perdre ces compatriotes-là. Donc, ce n'est pas question de l'intégrité et des territoires nationaux. Il n'y a pas de temps. Nous devons le faire. Il y a des choses même qui se passent en ce moment. Mais parce que vous parlez de l'Est, ce n'est pas consacré la balkanisation. Ce n'est pas ce président, le nôtre, qui va consacrer la balkanisation. C'est Kagame qui voulait balkaniser avec ses marionnettes. Mais c'est le président Félix Tshisekedi qui a fait perdre à Kagame et tout son latin, s'il connaissait le latin. Je ne sais pas s'il connaissait, il avait appris le latin, je doute. Mais même s'il l'avait appris, c'est Félix Tshisekedi, notre président, qui lui a fait perdre tout son latin. On le vantait partout, c'était un héros, c'était ceci. Kagame même qui ne parlait même pas. C'est lui qui a rendu cela. Sans nous, donc ce n'est pas lui qui va tolérer, ce n'est pas l'Union sacrée qui va accepter que le pays soit divisé, soit balkanisé. Et comme je l'ai dit hier, pendant que vous me posez des questions ici, nos compatriotes se battent pour le couvrir. Pendant que vous me posez des questions à ce moment même, les Ouazalais sont en train de se battre. Les forces armées qui sont montées en puissance à cause de tous les efforts que la nation déploie en armement, ceci, cela, on ne va pas le dire au grand jour. Ils sont dans les plaines. Ils sont dans les savanes. Ils sont en train de traverser les rivières. Ils sont en train de monter sur les collines, sur les montagnes du Kivu. Ils sont là, malgré la pluie, malgré les saisons, en train de se battre pour recouvrir l'intégrité de notre territoire. Nous n'accepterons pas. Et ça n'arrivera pas. Que vous n'alliez pas dans le discours des Rwandais ou de leurs marionnettes du M23. Ce n'est pas ce régime, ce sont les autres. C'est ce régime-là du passé qui pouvait nous amener à cela. Donc voilà ce que je pouvais dire, donner comme réponse à votre question. Et s'agissant de l'article, oui, l'article 8, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Oui. C'est-à-dire l'article 10 et la première. Maintenant pour l'Union sacrée, parmi les missions de l'Union sacrée, il y a celle de conserver le plus longtemps le pouvoir. Oui. Alors comment comptez-vous y arriver? Avec quels moyens? Quitte à violer les règles, parce qu'il y a des règles déterminées pour le pouvoir. Par exemple, le reste des mandats, ainsi de suite. Alors vous avez parmi les missions conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Comment comptez-vous y arriver et avec quels moyens? Bon, je dois d'abord dire ceci, c'est que c'est la mission de tout pouvoir, de tout règlement politique, de toute plateforme politique, a comme mission de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Donc ce n'est pas une nouveauté. Tous les partis ont comme ambition, la définition même du parti, c'est accéder au pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Pourquoi j'ai dit comment vous pouvez le faire? Mais nous sommes déjà au pouvoir. L'Union sacrée existe. Et le deuxième mandat. L'Union sacrée a été créée à la fin du premier mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous conservons le pouvoir
grâce à l'appui de notre peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'Union sacrée n'est pas créée aujourd'hui. Nous sommes allés aux élections avec l'Union sacrée de la nation. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remporté ces élections. Grâce à notre peuple. Donc ce pouvoir, nous ne le conserverons pas pour nous-mêmes, mais grâce pour le peuple et grâce à lui. Donc nous sommes déjà au pouvoir avec l'Union sacrée, qui n'est pas le premier mandat, le deuxième mandat, c'est avec l'Union sacrée. Et quand nous sommes allés, le chef, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été massivement élu démocratiquement. Et les députés, les collègues qui sont là, Tchango, Bikoro, Dimbelenge ici, nous avons circulé dans le village et nous avons, contre les intempéries, contre tout cela, nous sommes allés à la rencontre de notre peuple qui nous a confié le mandat. Et aujourd'hui, sur les 500 députés, mais l'opposition n'a qu'une vingtaine de députés. L'opposition dont on parle tant à l'extérieur, surtout dans un pays comme la Belgique, qui nous a colonisés. Mais elle représente quoi? C'est une vingtaine de députés sur 500. C'est-à-dire le peuple a fait confiance. Et l'Union sacrée est en train de travailler pour comment vous allez conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Parce qu'il reste 2 ans. Je vais y arriver. Comment nous le faisons? Mais lorsque nous libérons le pays, lorsque nous sommes en train de construire des infrastructures, on n'en parle pas assez. On construit des universités, on construit des routes. Mais maintenant, est-ce que c'est dans le respect des textes ou pas? Mais nous le faisons dans le respect des textes. Et là, ça me permet de répondre à la question au sujet de la fameuse coalition 64. Quel est le problème là-bas? C'est que vous voyez, nous sommes suffisamment armés. Et le problème de notre opposition sur le C64, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de juristes ou de bons juristes. Il n'y a pas de constitutionnalistes là-bas. Mais peut-être des affairistes, des gens qui ont fait le droit d'affaires, le droit de la famille, le droit pénal. C'est ça le problème. Sinon, ils n'allaient pas créer C64. Ça me permet de répondre à votre question. Ils ont créé C64 par référence à l'article 64 de cette Constitution. Mais l'article a 2 alinéas. Il faut le lire dans son intégralité. Et nos amis de C64, c'est un peu comme ces gens qui vous lisent un verset qui croient connaître toute la Bible. On a affaire à la même chose. L'article 64 a un premier alinéa, il faut lire les deux. Le premier, c'est le peuple a le droit et le devoir de s'opposer à tout celui qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. Ça, c'est le premier alinéa. Posons-nous la question. Qui a pris le pouvoir par la force? Ce n'est pas nous, l'Union sacrée. Nous sommes allés aux élections. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été massivement élu. Les députés ici ont été élus, mais il y avait des milliers. Combien y avait-il de candidats à Tchango? 1333 candidats. 1333 candidats. Pour combien de sièges? Pour 19 sièges. 1333 candidats sur 19 sièges. Et il est l'un de qui a occupé les 19. L'un des 19. L'un des 19. le meilleur. Mon collègue Christophe Bolo, élu de Bikoro, dans le Grand Équateur, il y avait combien de candidats à Bikoro? 127. Pour 2 sièges. C'est vrai. 127 pour combien de sièges? C'est un autre sujet, c'est pas possible. 127 candidats, vous posez des questions. 127 candidats sur les 2 sièges. Voilà. Oh. La personne que vous voulez, le siège. Voilà, ça fait partie des 5. Et puis Adim Belengue, 3 sièges, environ plus de 130 candidats. Et le secrétaire permanent est non seulement le meilleur élu de Dim Belengue, mais de la province.
C'est lui. Meilleur L'élection, élu. voilà, on a pris le pouvoir démocratiquement. Bon, et on l'exerce comment? On l'exerce, le pouvoir est exercé dans le respect de cette constitution. C'est dans le respect de cette constitution. Qui limite les mandats à 2 mois. Dans le respect de cette constitution, oui, qui limite le mandat. Nous n'avons pas violé. Mais maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas, nous ne demandons pas pour un troisième mandat, comme notre chef l'a dit. Mais le peuple lui-même va décider. Et là, il est clair. Oui. Et là, c'est là qu'il faut lire. Je reviendrai après pour dire donc. Jusqu'en ce moment, jusqu'en ce moment, nous n'avons pas un troisième mandat. Nous sommes dans le respect de la Constitution Et les règles du jeu. et les règles du jeu. Donc l'article 1er, l'alinéa 1er n'est pas violé. Jusqu'à présent. Maintenant, Jusqu'à 2020. personne n'a fait. Maintenant, le deuxième alinéa, toute tentative de renversement des régimes constitutionnels Par les armes. est punie par la loi. Donc notre régime est constitutionnel. Mais combattre ce régime qui est constitutionnel, c'est ça la haute trahison. C'est ça la haute trahison. Et la Constitution a des dispositions assez faciles à comprendre. Parce qu'il y a souvent beaucoup de l'intox, de la manipulation. Nous sommes là. Mais professeur, quand il S'il vous plaît, il y a des questions sur la presse. S'il vous plaît, la conférence de presse et C'est une conférence de Ça nous a permis de voir clair sur la Constitution, sur beaucoup de points. Ma question est sur le plan de la forme. Si aujourd'hui nous réussissions à changer la Constitution, irions-nous vers un État unitaire, semi-fédéral ou fédéral? Je vous remercie. Merci pour la question. Il y a une autre question. Oh la main. Est-ce qu'il ne fallait pas directement aucun changement de la constitution là qui sont dans mon avis c'est posé c'est pour attaquer la pénalité de porter coup fond so so bêta maki de bien contacter mbala moko ne magambo zaki ne to na zone na timing donc so question qui contrôle la rue? Est-ce que ça opposition tout ça union sacrée image tout le monde il y a l'ex bêta qui faut la so ba bêta qui o bɛ kɛ le mandat du peuple c'est la bête qui est soit du peuple c'est quoi parce que politique a le rapport de force dans le niveau de l'économie qui contrôle la rue pour te faire passer soit changement ou changement est-ce qu'il y a plus ça ou il nous sert à Zobanga à remonter ta opposant ou bien manipulation opposant autre monde qui ont des gens manipulation bah c'est que tomate Ketchup. qui contrôle la rue par rapport à la débat autour de l'homme parce que comme match à balabala de ce que le peuple décidera. Et nous sommes en train de recevoir des propositions. Il y en a qui vous disent, nous, pour nous, c'est l'État fédéral. L'autre, c'est un État unitaire décentralisé. Donc ici, on va, ça va dépendre de ce que veut le peuple. Et c'est là que vous êtes invités. Parce que c'est une question qui est là depuis des années. Déjà à la table ronde, à la conférence, à la table ronde de Bruxelles, en 1960, l'une des questions qui s'était posée ici, parmi les leaders congolais, c'était est-ce que le Congo indépendant serait un État unitaire ou un État fédéral? Et vous aviez d'un côté les Lumumba, les unitaristes, et de l'autre les Kasavubu et les Tchombe, les fédéralistes. On n'a pas eu de solution. Même dans la constitution actuelle, le débat a réagi à San City. La constitution, on va en parler, c'était essentiellement les composantes, les entités, les belligérants qui dominaient. C'était une question qui s'est posée. Et si vous lisez la constitution article 1er, je vais vous lire pour vous faire comprendre comment ça a choqué. Article 1er.
La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Le mot que vous voyez uni là, ça a suscité des débats au lieu à San Cité. C'est à quoi qu'on révoque le gouverneur. Attends, mon côté. Bon, je vous vois surpris. Bon, heureusement que vous avez... Kabila avait révoqué le gouverneur Baïdé, mais c'était légal. C'était dans l'illégalité. Donc, parce que sinon, vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose écrit dans ce sens-là, mais c'était dans l'illégalité. donc, je vois dans Africa Eyes. Ce sont les yeux d'Afrique. Ouais, ouais. Mais quand ils les losent, mon habillé. Président a beaucoup révoqué le contexte, a beaucoup révoqué le gouvernement. Il est fâché, il a vu les embouteillages, il a vu les secteurs. Mais président, le président ne peut pas révoquer. Ne peut pas révoquer un gouverneur. C'est mal fait. Donc, ma campagne, c'est un boulot. Non, c'était le bouchon. Ça, c'est s'agissant des bouchons. Et il y avait des bouchons avant. Maintenant, il y a des bouchons après. Il y a des bouchons avant, des bouchons. C'est ça la question, la réponse aux bouchons. Je vais arriver à la deuxième partie sur la culture. C'est ça la réponse aux bouchons. Il ne peut pas révoquer. Oh, Zando, Kuna, Atambole, non. C'est parce qu'il est respectueux de l'état de droit. Donc c'est ça la situation. Parce que par la constitution, comme chaque fête a posé la question là, beaucoup ne connaissent pas. Même l'opposition ne connaît pas. Je vois même comment les gens sont surpris. Il ne peut pas. Batobal là-bas, s'il fait ça, il devient dictateur, ça ne lui permet pas. Et puis alors, donc il faut que les gens fassent leur travail. C'est le président de la République. Il y a la saleté à Bruxelles. C'est le premier ministre ou le roi. Pourquoi on ne touche pas au roi? Pourquoi on ne touche pas au premier ministre? Non. Bruxelles est gouverné, c'est le gouvernement et tout ça. Voilà, dans ma commune, nous sommes dans des communes, les maires, tout ça. Mais chez nous, ça fait quoi? Tout c'est le président qui se gagne. Oh, mais il ne fait rien. Oh, il ne fait rien. Bon, maintenant sur Le rapport de force. Deuxième volet. Le rapport de force. Qui contrôle la rue? Qui contrôle la rue? Qui contrôle le peuple? Mais c'est l'union sacrée. Ah, d'accord. C'est l'union sacrée de la nation qui contrôle. Le rapport de force. Oui, et puis il faut être aussi clair ici. Le Congo aujourd'hui, tout ça, le recensement, c'est 100 millions, plus de 100 millions de Congolais. Plus de 100 millions de Congolais. Chango, c'est combien de millions? Équateur, c'est combien de millions? Nous avons 26 provinces. La rue, où est la rue? La rue se trouve dans les 26 provinces. Ne prenez pas les miettes là. Mais prenez le Congo dans sa globalité. Parce que les médias nous montrent une petite map. Non. Et puis même quand vous êtes président congolais, vous êtes élu comment? Ne prenez pas une rue de une ville morte qui contrôle la rue. Non. La rue, c'est dans toutes nos villes. La rue, c'est dans nos territoires. Moi, nous sommes élus dans le... C'est la rue. Je contrôle les rues de Gimbelengue. Oui. Il contrôle les rues de Bikoro, il contrôle les Tchao. Nous contrôlons. C'est l'union sacrée de la nation. Et puis, eux représentent le peuple. Je disais même ça hier. Même les gens qui vous parlent, oh, le peuple congolais, le peuple. Toi, tu as rencontré le peuple. Tu as déjà salué le peuple. Qui a déjà salué le peuple? Qui l'a rencontré? Moi, je parle au nom du peuple. Et puis même, en vertu même de cette constitution dont on parle, au Congo, il n'y a que deux catégories de gens qui peuvent parler au nom de la nation. Un, le président de la République. Deux,